Carburant dans le bon fonctionnement de l'organisme, le sucre mérite d'être consommé. Mais comment le consommer sans pourtant tomber dans l'addiction qui, selon l'Organisation mondiale de la santé, est un comportement très mortel? Le sucre a-t-il réellement des conséquences sur la santé? Quelle est la quantité journalière recommandée par l'Organisation mondiale de la santé? C'est ce que nous allons découvrir avec l'équipe des diététiciennes venues sur le plateau de l'émission Urgence Santé pour en parler. Dans un premier temps, avec nos invités, nous allons parler du sucre de façon générale et de ses conséquences sur la santé. S'en suivra la rubrique Info, puis nous reviendrons sur le plateau pour la suite de notre conversation. Marc Badinga, vous êtes diététicienne, nutritionniste en fonction à l'hôpital général Adolphe Sissi. Flora Puela, quant à vous, vous êtes diététicienne nutritionniste dans une société de la place. Bonsoir à vous et bienvenue à l'émission Urgence Santé. Bonsoir et merci Madame la journaliste. Ce soir, nous parlons du sucre et des produits sucrés. Remarque Badinga, pour faire simple, c'est quoi le sucre et qu'entendez-vous par produits sucrés? Alors, on va expliquer avec les termes simples. Le sucre, c'est un élément important qui apporte de l'énergie pour le bon fonctionnement de l'organisme. Et généralement, les produits sucrés ont un goût sucré. Et donc, Flora, de votre côté, un mot à ajouter par rapport à la définition apportée? C'est comme elle vient de dire, le sucre, c'est un carburant par excellence. Donc, comparable à la voiture, le sucre, c'est le carburant de notre organisme. Si on n'a pas le sucre dans notre organisme, on ne peut pas fonctionner. On est mort là. On est mort. Donc, pour vivre, pour fonctionner, pour bouger, il faut du sucre. Il faut de l'énergie. Et c'est ça qu'on entend par sucre. Et je suis toujours avec vos remarques. Le sucre est-il bon pour la santé ou pas? Et effectivement, Laura, le sucre est très, très important pour le bon fonctionnement de l'organisme. Il apporte, c'est le premier aliment par excellence du cerveau. Comme vous venez de le dire, le carburant. C'est l'énergie par excellence. C'est ce qui nous permet de bouger, d'être en forme, de ne pas somnoler tout le temps. D'être en mouvement. D'être en mouvement, bien sûr. Et ce qu'il faut retenir, c'est que c'est la quantité de consommation qui compte. Et lorsqu'il est consommé en très grande quantité, cela peut être très nocif pour la santé. Et puisque vous parlez déjà de quantité, quelle est donc la recommandation journalière? Bon, concernant les nouvelles recommandations de l'OMS, parce que ça a changé, la nouvelle recommandation est de 25 grammes par jour. Donc 25 grammes qui est égal à 5 morceaux de sucre. Par jour. 5 morceaux de sucre par jour. Et sur certains documents ou certains emballages, vous allez trouver est égal à 5% de l'apport journalier recommandé. Donc, là, ça devient un peu plus complexe. Hein? Oui, c'est la même chose, 25 grammes. Vous allez trouver sur certains documents, on dit 25 grammes. 25 grammes, donc 5 morceaux de sucre. Sur certains emballages, on va vous juste dire, dans cet élément, il y a 5 morceaux de sucre. Et sur certains emballages, on va écrire juste soit 6% de l'apport journalier recommandé. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est 25 grammes. 25 grammes qui est égal à 5 grammes. 5 grammes qui est égal à 5% de l'apport journalier recommandé. Alors, Flora, est-ce la même quantité pour les enfants que pour les adultes ou bien ça varie? La quantité donnée, 5 morceaux de sucre par jour, qui est égal à 25 grammes de sucre, ou encore 5% de l'apport journalier recommandé, est donnée pour les adultes. Et dès lors qu'on le dit, peut-être que certains téléspectateurs vont se demander, 5 grammes, on va déterminer comment? 5 grammes, c'est quoi? On a un exemple facile à comprendre. On a le sucre de la sarisse, le sucre en morceaux, généralement qu'on appelle le sucre blanc. Le morceau de sucre blanc de la sarisse égale à 5 morceaux de sucre. Excusez-moi, madame, plutôt égal à 5 grammes de sucre. Juste un morceau. Un morceau de sucre vous fait 5 grammes. Donc, pour arriver à 25 grammes, ça vous fait 5 morceaux égal à 25 grammes. Parce que 5 fois 5 nous donne 25. Égal 25. Et donc, cet apport est recommandé pour les adultes. Et les enfants, n'y a-t-il pas une recommandation particulière? Les enfants, on est à moins que ça.
C'est vrai que jusqu'aujourd'hui, l'OMS ne nous a pas encore recadré sur ça, mais il y a des études scientifiques qui sont en train de se passer sur ça, en train de se débattre sur ça. D'ici peu de temps, on aura des résultats à vous communiquer parce qu'il ne faut pas qu'on donne des valeurs qui ne sont pas aux conclusions. Alors, je voudrais quand même revenir sur un point, Flora. Quand vous dites 25 grammes, Romar l'a dit, et vous aussi, vous êtes revenu sur ça. Comment doivent se repartir ces 25 grammes? Est-ce que les 25 grammes, c'est ce qu'on doit prendre du coup, ou bien il faut faire en sorte que dans une journée, qu'on atteigne seulement 25 grammes? Cela ne dépend pas de la répartition. Vous pouvez prendre vos 25 grammes le matin, à midi ou le soir. Ça fait l'apport journalier recommandé. 25 grammes, on reste à 25. On reste à 25 grammes, quelle que soit votre fraction. Donc à la fin, je dirais que ce n'est pas la fréquence qui compte, mais c'est la consommation. La consommation. Exact. On parle du glucide, du fructose, du saccharose, et que sais-je encore. Mais lequel de tous est dangereux pour la santé? Que ce soit glucide, que ce soit glucose, saccharose, fructose, tous ces sucres-là font partie d'une seule famille qu'on appelle la famille des glucides. Mais dans cette famille-là, il y a un seul qui est utilisé directement dans l'organisme, c'est le glucose. Oui. Le reste des sucres doivent être transformés pour être utilisés. Donc, que ce soit fructose, que ce soit galactose, que ce soit saccharose, tout ce sont les sucres. Alors, on ne va pas aller dans le sens pour dire que nous sommes en dépassement de cette quantité-là. Lorsque nous allons consommer abusivement ce sucre-là, c'est là où ça va être dangereux, c'est là où ça va apporter des maladies au niveau de l'organisme. Comme on disait avant, si nous avons consommé les 25 grammes qui est recommandé par jour, il n'y a pas de souci. Alors, si on consomme plus de 25 grammes qui est recommandé par jour, alors on va se poser la question où va aller l'excès de sucre que nous avons consommé en excès. Comment tout de suite savoir qu'on a consommé 25 grammes ou plus? Parce que nous allons certainement y arriver. Il y a des produits, des aliments qui contiennent le sucre. Le matin, vous avez un petit déjeuner. Comment faire ce petit calcul-là? Bon, on va prendre un exemple simple. Si on veut faire un petit déjeuner le matin, on se dit, ben moi, mon petit déjeuner, j'ai besoin de 5 carreaux de sucre. C'est bon? On a utilisé les 5 carreaux de sucre au petit déjeuner. Ça veut tout simplement dire qu'au repas de midi, on n'aura plus droit à un aliment qui va apporter ce sucre. Au repas du soir, on n'aura plus besoin d'un aliment qui va apporter ce sucre ajouté. Donc, comme disait ma collègue Flora, ce n'est pas la fréquence qui compte, mais c'est la quantité de consommation qui compte. La quantité recommandée de 25 grammes. Donc, que ce soit le matin, que ce soit à midi, que ce soit le soir, l'objectif c'est atteindre ces 25 grammes qui est recommandé par l'OMS. Quels sont donc les produits sucrés, ou si vous voulez, les aliments à éviter? Les aliments qui contiennent le sucre qu'il faudra éviter pour ne pas tomber dans le piège de l'excès. Merci madame pour la question. Certaines personnes se disent c'est le sucre. Aujourd'hui, on est en train de diaboliser le sucre. Et moi, en tant que diététicienne, je dis le sucre, il est bon pour l'organisme. Les téléspectateurs vont se demander, ben, la dame, qu'est-ce qu'elle est en train de nous raconter? Qu'est-ce qu'elle est en train de nous raconter? Voilà, à ce moment-là, je dois recadrer, je dois repréciser. Madame Laura me dit les aliments à éviter. Je dis ce sont les aliments ultra transformés. On va me dire c'est trop technique, les aliments ultra transformés. Ah oui. Ben, je veux donner un exemple simple, facile à comprendre. On a la farine. La farine, c'est un produit, comme on le disait à l'école, les matières premières. Alors, cette farine-là, pour moi, elle est un produit complet. Qu'il soit farine, qu'il soit grain de blé, c'est un produit complet. Là encore, il essaie d'expliquer un tout petit peu, complet. Ça veut dire parce qu'il y a quoi dedans Parce qu'il est farine à l'état initial, oui, il est blé à l'état initial. On n'a peut-être rien retiré, sinon retiré un peu de son son, sinon presque rien ajouté. Sinon, on a mis un conservateur pour garder le goût, pour garder la forme. Après la farine, on se retrouve avec le pain. On se demande, ben, on quitte la farine, on tombe sur le pain. Ça veut dire que c'est un premier produit transformé. En dehors du pain, on tombe sur les biscuits. C'est toujours la farine, n'est-ce pas? Mais ça devient un biscuit. Ça veut dire qu'il devient 2 fois transformé, cette farine. Ça veut dire que c'est un produit ultra transformé. Donc, c'est des produits à éviter parce que
à la fois, c'est sucré, c'est vrai qu'on est dans le terme sucre, mais de l'autre côté, ils sont gras. C'est pour cela qu'on dit que ce sont des produits ultra transformés. Il faut les éviter parce qu'ils contiennent beaucoup de sucre ajouté. Donc le piège se situe au niveau où, en les consommant, on ne peut quantifier la quantité de sucre consommé. Exact. On ne peut quantifier la quantité de sucre que le fabricant t'en a mis dedans. Ben, tu as la possibilité. Le fabricant, il n'a pas fait son produit sans te dire il y a quoi dedans. Il a mis ses ingrédients. Sur nos emballages de certains biscuits, on nous met les étiquettes, généralement on les appelle. On a l'information nutritionnelle que le fabricant te met. À ce moment-là, quand tu ne sais pas ça fait combien de morceaux de sucre à l'œil nu, tu lis. Tu lis l'étiquette. À ce moment-là, ça va te donner la quantité de sucre ajouté dans ce produit. Alors, Omar, quelque chose à ajouter à propos de ce que Flora venait de dire? Et effectivement, c'est juste pour apporter encore plus d'éclaircissement sur ce qu'on appelle par des produits ultra transformés. Donc, les produits ultra transformés, ce sont des produits qui ont subi plusieurs transformations. Et non seulement ils ont subi plusieurs transformations, plus il y a plusieurs transformations, plus ce produit, son taux de sucre augmente. Et plus ce taux de sucre va augmenter, plus on va ajouter plusieurs produits, soit des additifs, soit des conservateurs. Et généralement, à la fin de ce produit, on n'aura pas le meilleur apport nutritionnel par rapport au produit initial. Donc, c'est ça un peu la nuance. Plus c'est transformé, plus ça sera sucré, plus on aura un effet bourratif, on a mangé, on s'est rassasié. Quelque temps après, on aura plus envie de manger pendant qu'il y a 5 minutes, il y a 10 minutes, on s'est senti, c'est comme si on était bien rassasié. Et pourquoi ça? Parce que le sucre, il creuse. Pourquoi cette sensation-là? La sensation, c'est ça le produit transformé. Plus ça va être transformé, plus il y aura beaucoup de sucre. Et plus on va consommer de sucre, on aura la sensation, c'est comme si on a beaucoup mangé. Et quelque temps après, on aura faim. Donc, c'est des sucres qui sont, comment je peux dire, assimilés rapidement facilement utilisés par l'organisme et facilement on se sent, c'est comme si on n'a rien mangé en un peu de temps. Alors, je voudrais aussi revenir sur un point parce que beaucoup de gens se posent la même question à la cité. Quelle est la différence entre le sucre blanc et le sucre rouge? Et lequel des deux est plus nutritionnel, si vous le voulez? D'accord. Madame, quand vous parlez de sucre roux, de sucre blanc, au départ, on a dit que le sucre reste le sucre. Et je n'oublie pas ce que mon enseignant de l'université me disait toujours, que le sucre n'est plus le sucre. Le sucre n'est plus le sucre. Voilà, il voulait juste dire que le sucre en elle-même est un produit initial, qui est le sucre roux. Et arriver au sucre blanc, ça veut dire que ça subit une transformation, un raffinage. C'est ça la différence. Et sur le plan nutritionnel, parce que la population se pose ces questions-là. Pour certains d'abord, il faut consommer le sucre blanc et pour d'autres, le sucre roux. Vous êtes diététicien nutritionniste spécialisé dans ces questions-là. Quel est donc le sucre sur le plan nutritionnel que vous conseillerez ou que vous conseillez aux téléspectateurs ou à la population? Ça, c'est une très belle question. Ça mérite vraiment des clarifications. Le sucre, au départ, c'est la gélatine, c'est la mélasse. Et arrivé, il y a cristallisation, on retrouve le sucre roux. Ça veut dire qu'on a quelque chose de nutritionnel à l'intérieur. Avec du roux. Oui, il y a quelque chose de nutritionnel. Et dès lors qu'on raffine, ça veut dire qu'on a perdu quelque chose de nutritionnel et on se retrouve au sucre blanc. Mais cela ne veut pas dire que le sucre blanc est mauvais à consommer. J'ai dit tout à l'heure que c'est un problème de quantité. De quantité. C'est un problème de quantité. Ben, le sucre roux devient plus nutritionnel que le sucre blanc. Alors, ce n'était qu'une parenthèse, on va évoluer. Quelles sont finalement les conséquences d'une alimentation riche en sucre? Puisque vous parlez ici, vous dénoncez le côté quantité, le côté excès. Quelles sont donc les conséquences lorsqu'il y a une alimentation riche en sucre? Alors, les conséquences d'une consommation riche en sucre. La première conséquence que je vais évoquer, c'est celle que nous avons apprise à l'école, la carie dentaire. Qu'aujourd'hui, on néglige parce qu'après, il est arrivé des maladies chroniques.
Donc, la première conséquence connue par tous, c'est la carie dentaire. Et en dehors de la carie dentaire, il y a une résistance en insuline. Et cette résistance en insuline va conduire ce qu'on appelle par le diabète. Et c'est quoi déjà l'insuline, Romargue? L'insuline, c'est une hormone qui se trouve dans l'organisme qui permet de régulariser, de mettre le sucre en équilibre dans le corps. Et plus on va consommer du sucre, plus il va y avoir résistance au niveau de cette insuline-là pour mettre le sucre en équilibre. En équilibre. Et c'est ce qui va causer à la longue ce qu'on appelle par le diabète de type 2. Donc, ce n'est pas le sucre qui va causer le diabète. Donc, c'est cette résistance-là qui va provoquer le diabète à la longue. Le diabète de type 2. Et ce sucre, lorsqu'il est consommé en excès, il va provoquer une augmentation des triglycérides et de mauvais cholestérol. Et cette augmentation-là va entraîner l'hypertension artérielle et les maladies cardiovasculaires. Donc, ce n'est pas le sucre qui va provoquer la tension et autres. Les maladies cardiovasculaires comme on l'entend souvent. Donc, c'est cette augmentation en triglycérides et en mauvais cholestérol qui va provoquer l'hypertension, qui va provoquer les maladies cardiovasculaires. En dehors de ça, lorsqu'on consomme trop de sucre, il va y avoir une fermentation au niveau de notre côlon ou le gros intestin. Et à la longue, ça pourra causer les problèmes de cancer du côlon. Le cancer du côlon. Donc, cette consommation abusive-là est à l'origine de plusieurs maladies chroniques qui peuvent être évitées aujourd'hui avec ces genres d'émissions où on vous parle de la consommation de ces produits. Alors, paraîtrait-il que le sucre aussi, la consommation, on va dire, excessive du sucre serait à l'origine du vieillissement accéléré? Alors, ce vieillissement-là va aller au niveau de l'obésité et le surpoids. Pourquoi? Parce que plus on va prendre du poids, plus on aura des problèmes d'obésité, on aura du mal, il y aura un mauvais fonctionnement, un mauvais dysfonctionnement au niveau de notre organisme. Il y aura un problème, déjà avec les résistances d'insuline, ça va causer des problèmes au niveau de nos artères, avec l'hypertension, une mauvaise circulation sanguine. Une mauvaise circulation sanguine. Il va y avoir vieillissement au niveau des cellules. Et généralement, ce vieillissement-là va se faire voir plus l'obésité et le surpoids va être énorme, plus on va constater ce vieillissement au niveau des cellules, même au niveau physique. Je voulais ajouter sur ce que vient de dire Romargue, les téléspectateurs, il ne faut pas qu'ils en prennent comme ça. Il faut qu'on arrive à rassurer les gens. Ce qui est de la rue, ça doit disparaître petit à petit. Ce sucre-là... Voilà le rôle de votre présence ici, même sur ce plateau. Merci beaucoup, madame. Le sucre que nous mangeons, ce n'est pas tout de suite qu'en le consommant en excès, au-delà de vos 25 grammes par jour, que ça va réagir, ça va donner la résistance à l'insuline, ça va donner le surpoids, non. Les maladies... moi, je dis toujours que nous sommes Congolais, on souffre plus du palu. Excusez-moi de la parenthèse. Généralement, les gens disent que tout Congolais souffre du palu. C'est normal. Mais ce palu-là ne vient pas comme ça, parce qu'on est piqué tous les jours par les moustiques. Mais c'est parce que notre seuil de résistance au palu est atteint. C'est là où on développe le paludisme. Et c'est la même chose avec le sucre. Aujourd'hui, tu peux consommer 40 grammes. Notre corps a la possibilité de se défendre. C'est pour cela qu'on a parfois la résistance. On se dit, ben moi, je mange tous les jours au-delà de mes 25 grammes, je suis en bonne santé. Oui, je ne tombe pas malade. Je ne tombe pas malade. Je ne constate rien. Oui, une fois que le corps réagit, lutte et arrive à bout, c'est à ce moment-là qu'on commence à constater les défaillances, comme on peut le dire. Le corps commence à réagir. Et dès lors qu'on se présente dans un centre de santé, c'est là où on va te dire, ben, tu as l'hyperglycémie. C'est là où, en tant que professionnel de santé, en tant qu'agent paramédical, parle des tueurs silencieux. Le sucre, le diabète, c'est un tueur silencieux. Donc c'est pour cela que je voulais rassurer aux téléspectateurs qu'on doit faire attention à la quantité et ne disant pas que j'ai l'habitude de le faire. Le corps, quand il va réagir, ça sera trop tard, madame. Et on ne le saura pas toujours. On ne le saura pas toujours. Pour une petite bouteille de jus, une canette, vous pouvez vous retrouver avec 30 grammes de sucre, avec une quantité excessive. Quel est le piège pour ce qui concerne ces boissons sucrées? Le piège, c'est que, je veux dire, c'est nous d'abord, consommateurs. Parce que le fabricant, quand il fait son produit, il t'informe, il te rassure de son produit. Pas tous, hein, Flora?
Oui, ça peut arriver. Ben, c'est comme je dis, tout ce qui ne contient pas de l'étiquette doit attirer un peu notre attention. C'est pour cela que nous, on va dire, en achetant ce produit-là, tu fais attention à ce que tu prends. On doit t'informer. La science évolue. Il y a la révolution des mentalités. Hier, on était au pas 0. Aujourd'hui, on est arrivé au pas 1. Demain, on doit être capable de dire à quelqu'un, ce que tu manges, c'est ça, ça et là. Et celui qui mange, il doit savoir que moi, pour la journée d'aujourd'hui, j'ai besoin de ça, ça et ça. On ne mange pas pour le plaisir de manger. Mais on mange pour garantir sa santé. Parce qu'on dit même, on mange pour être en bonne santé. Que l'aliment soit ton premier médicament. Et on dit aussi qu'on ne mange pas pour la quantité, mais pour la qualité. Pour la qualité. Mais la quantité aussi intervient. Parce que si tu ne manges que la qualité et la quantité n'est pas suffisante, je ne pense pas que ton corps réagisse ou que ton corps se défende. Donc tu dois manger en quantité et en qualité. Tout en respectant les quantités, donc les apports journaliers recommandés. On n'est pas en procès contre quelqu'un ici. Je vois une petite bouteille de jus. Flora, vous pouvez nous dire, dans cette bouteille de jus, combien de morceaux de sucre peut-on avoir? Belle question. Quand je vois ma bouteille, je tourne, je regarde à gauche, à droite, il n'y a pas d'étiquette. Il n'y a pas d'étiquette. À ce moment-là, je dois me dire, attention Flora, je ne sais pas ce que je bois. Alors, au départ, on a dit, tout ce qui produit le goût sucré contient du sucre. Donc, c'est à moi de faire attention à ce que je bois. Je pense que ça, là, qu'on met dans cette bouteille, c'est l'emballage. Ça veut dire que le fabricant t'a dit, apport journalier recommandé en sucre ajouté, je pense que ça fait 5%. De ce que, voilà, vous sous-entendez. Oui, on sous-entend. Et à ce moment-là, en le prenant, je fais attention à d'autres produits. Je fais attention à d'autres produits de la journée. Pour que ça soit simple et que ça soit clair pour nos téléspectateurs, le premier réflexe quand j'achète un aliment agroalimentaire, c'est-à-dire un aliment où on a fabriqué dans une entreprise, même une entreprise fermée, ou des produits faits maison. Un aliment transformé. Un aliment transformé. Le premier réflexe, c'est lire l'étiquette. Parce que sur l'étiquette, il y a quelque part où c'est écrit information nutritionnelle, où le fabricant t'écrit dans cette boîte-là, ou bien dans cette bouteille-là, il y a tant de sucre. Et ça veut dire que lorsque je prends un produit, et on écrit, il y a 30 grammes. Donc, vous êtes déjà au-delà. Vous êtes déjà au-delà. Vous pouvez avoir un autre produit, c'est écrit, il y a 5 grammes. Vous vous dites, ben, ce 5 grammes-là, j'ai déjà 20 grammes que j'ai épargné quelque part. Donc, tout produit agroalimentaire, premier réflexe, l'étiquette. Voir l'étiquette. Lire l'étiquette. Maintenant, quand c'est un produit, comme disait ma collègue Flora, qui n'a pas d'étiquette, pour une personne qui a suivi l'émission, c'est un produit à ne pas acheter. Parce que je ne connais pas la quantité de sucre dans ce produit, je ne connais pas quels sont les ingrédients utilisés pour la fabrication de ce produit. Ça veut dire que c'est un produit que personnellement, pour tous ceux qui suivent, en tant que spécialiste, c'est un produit à ne pas acheter. Parce que je ne maîtrise à ce moment rien du tout. Pour tout ce qui est produit transformé. Il y a des gens qui ont une forte addiction au goût sucré. Que peuvent-ils faire ou que doivent-ils faire pour ne plus manger beaucoup de sucre? D'accord. La première chose à faire, la volonté. Lorsqu'on veut, la volonté. Lorsqu'on veut, on peut. Et après, il faut lire les étiquettes. Prendre le temps de lire les étiquettes. Et il y a une phrase qui me revient souvent, c'est que la disponibilité crée l'envie. Plus on aura la provision des produits sucrés à la maison, plus on sera tenté à les consommer. Donc, on va réduire déjà avec la provision de ce produit sucré à la maison. Si on les classe dans un réfrigérateur, donc on va commencer dès qu'on arrive devant notre réfrigérateur, c'est voir tout ce qui est bouteille d'eau. Et tout ce qui est produit sucré doit être caché dans le réfrigérateur. De telle sorte que quand j'arrive, j'ai besoin d'un produit sucré, c'est une bouteille d'eau que je vois. Et ça me permet de prendre une bouteille d'eau au lieu de prendre une bouteille de jus. Laura, je t'apprends que ce n'est pas évident d'arrêter directement avec nos mauvaises habitudes. Oui, ce n'est pas évident parce que je voulais arriver à une question, Flora. Vous voyez qu'avec les enfants, ce n'est pas facile
pour calmer un enfant, on donne un petit bonbon. Avant, on parle de goûter, goûter qui dit pot de yaourt. Après, avant, je ne sais pas si c'est à 16 heures. Oh non, c'est vous, hein, les diététiciens, les nutritionnistes, pardon. Donc, vous voyez que ce n'est pas à ce moment-là, s'il faut sortir le sucre, les produits sucrés, je voulais dire, de la maison, comment se comporter avec les enfants à ce moment-là pour les calmer pendant ces petits temps de goûter. Laura, Omar, je pense, vient de dire un adage. La disponibilité crée l'envie. Mais ce n'est pas facilement comme ça qu'on va changer des habitudes comme ça. Voilà. On va tout doucement. Tout à l'heure, elle vient de nous parler, classer ses produits dans le réfrigérateur. Au lieu de mettre le jus en premier, je pense que le jus, quand c'est à la fin, ça te fait quand même des exercices. De l'autre côté, tu fais un peu de sport, comme on dit, l'activité physique. Au lieu de te courber, tu prends ce qui est facile pour toi, parce que tu n'as plus assez d'énergie, tu as besoin de t'hydrater tout de suite. Moi, je dis toujours, ça ne sert pas de dire à un enfant, ne mange pas ça. Mais quand tu lui dis, ne mange pas ça, il faut que tu sois capable de lui donner l'alternative. Donc, à la place du bonbon, tu peux lui proposer un fruit. Un fruit, c'est un produit, comme on peut le dire, il y a le sucre, ben, il y a des vitamines encore. Et il est naturel aussi. Il est naturel, il est bio, généralement avec le caractère qu'on emploie tous les jours. Il est bio. Donc, au fil des temps, tu arrives à faire changer à un enfant les habitudes. Et tu lui montres pourquoi tu lui interdis le bonbon. Parce qu'on se dit, le cours de sucre, ce n'est pas seulement à nous, des grandes personnes, mais c'est aussi des enfants. Moi, je pense que c'est les enfants qui internent bien des conseils. Un enfant à l'école, quand on lui dit le bonbon, donne la carie dentaire, dès qu'il arrive à la maison, si maman lui propose, il va dire « Mon enseignant m'a dit, maman, pas de bonbon, parce que ça donne la carie dentaire. » Alors, c'est la même chose. Tu supprimes le bonbon, tu trouves l'alternative qui est un fruit, tu supprimes le jus, l'alternative peut-être c'est de l'eau citronnée. Au fil des temps, tu arrives aussi à effacer et on arrive à recorriger nos habitudes. Ça fait une révolution de mentalité. Nous arrivons bientôt à la fin de notre entretien, Romar. Il y a une habitude que j'ai constatée et que je voudrais quand même que vous, diététiciennes, que vous en parlez ici sur le plateau de l'émission Urgence Santé. Alors, il y a des gens qui, au lieu de consommer du sucre, préfèrent prendre du miel à la place. Et c'est une bonne astuce, une bonne façon de faire. Alors, le miel, c'est un produit naturel. C'est un produit initial. Mais le miel aussi, c'est un sucre. On a dit c'est la quantité. Et si on abuse, ce n'est pas parce que c'est un sucre naturel qu'on va abuser avec la quantité. Et si on abuse aussi avec la quantité, cela retombe sur tout ce qu'on a dit, la consommation abusive de produits sucrés va entraîner tout ce qu'on a cité comme maladie. Alors, quelle quantité pour le miel? Combien de cuillerées à café par jour? On a la maxi 2 à 3 cuillères à café de miel par jour. On ne va pas prendre une bouteille, on ne va pas prendre un verre, on ne va pas prendre un gobelet. Donc, c'est essayer de limiter, même si c'est naturel, mais vous allez constater que c'est sucré. Je veux recadrer sur ce que Romain vient de dire tout à l'heure. Rapidement. Tout dépend de la, oui, exact, tout dépend de la quantité. Parce que je vois des gens, ils remplissent sa tasse en eau et ils se disent que c'est pas bien sucré, je dois ajouter. À ce moment-là, on tombe dans des erreurs. C'est à toi de mesurer ta quantité d'eau par rapport à ton sucre pour que tu reçoives ton goût sucré. Ben, ne pense pas qu'en mettant beaucoup d'eau, tu as enlevé le sucre. Le sucre, il reste, voilà. Donc, c'est pour cela que je voulais recadrer. Flora, merci. Romargue, merci. Je vous remercie. Juste avant de conclure, je vous propose de suivre la rubrique Info. Le manioc, une densité calorique relativement élevée mais modérée. Le manioc est composé en grande partie d'eau, environ 60%, de fibres, environ 2%, de protéines, environ 1,4%, de lipides, à peine 0,3%, mais aussi de glucides, environ 38%. C'est justement cette forte teneur en glucides qui fait grimper la valeur énergétique du manioc à 159 calories pour 100 grammes, en comparaison de la pomme de terre qui n'apporte en moyenne que 80 calories pour 100 grammes. On peut en déduire que le manioc est un aliment plus calorique que celle-ci. Cependant, malgré ce score, le manioc se classe tout de même parmi les aliments à densité calorique modérée, moins de 200 kcal pour 100 grammes. En effet, la forte teneur en glucides constatée dans le manioc est principalement due à de l'amidon léger qui n'impacte pas vraiment la glycémie. Par ailleurs, ne contenant que peu de protéines et de matières grasses comme
manioc peut aisément être intégré dans un régime amaigrissant. Autre élément important, sa riche teneur en fibres avec près de 38 grammes de fibres pour 100 grammes, le manioc possède un pouvoir de satiété important. En d'autres termes, il suffit d'en consommer un peu pour être rassasié, ce qui est un avantage non négligeable pour les personnes souhaitant perdre du poids. On peut donc affirmer sans risque de se tromper que le manioc ne fait pas vraiment grossir. Au contraire, il peut être utile pour garder la ligne. C'est la fin de notre entretien qui a porté sur le sucre et les produits sucrés. Merci de l'avoir suivi. Urgence Santé vous fait gagner en santé. Merci.